Bonjour et ravi de vous retrouver sur i24 News. Nous sommes ensemble ce mercredi 7 janvier pour 2 heures d'une actualité particulièrement chargée. On fait tout de suite le point sur le programme de votre édition. Khaled Meshal, le leader du Hamas, aurait été expulsé du Qatar. Un faux ou un tox, c'est en tout cas ce qu'ont annoncé les médias turcs. Si l'information a été démentie par le Hamas et Doha, elle donne en tout cas la température de leur relation. Alors cet épisode signe-t-il le début de la fin pour le Hamas ou au contraire, l'organisation terroriste va-t-elle jouer son va-tout? On tente d'y voir plus clair dans cette édition. Et en Israël, ces dernières heures, s'il y a bien un thème qui inquiète les autorités, c'est la tempête qui fait rage sur le pays. L'armée est sur le pont et le pays pour le moins paralysé. Retiendra-t-on les leçons de l'année passée? On verra ça dans un instant. Et puis, livre dangereux ou pas, en tout cas, Houellebecq ne s'y est interdit aucun raccourci. Pour lui, c'est sans appel. L'athéisme est mort, la laïcité est morte, la République est morte. Soumission, c'est le nom de son dernier roman qui sort aujourd'hui en France et nous, on en parle dans le Morning. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons dans cette édition avec notre panel de spécialistes. Avec nous ce matin, Avi Pazner, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bravé la tempête pour nous rejoindre. Avi, ancien ambassadeur d'Israël. Ali Ouaked, bonjour Avi, spécialiste du monde arabe. Alors on va évoquer dans quelques instants ce thème, notamment celui de Khaled Meshal, exilé ou pas, expulsé ou pas du Qatar. Mais on va s'attarder, bonjour Maurice, à la presse israélienne et du Moyen-Orient. On commence avec Israël Hayom. Avec Haaretz. Avec Haaretz. On va commencer avec Haaretz. C'est le dernier sondage publié par ce quotidien. Alors, Yesh Atid de Yair Lapid remonte, affirme Haaretz, aux dépens du parti Kulanu, le parti de Moshe Kahlon. Alors, la surprise, affirme le quotidien, c'est donc Yair Lapid qui donne un fight sérieux face à Kahlon, mais aussi et surtout en attaquant de front Benjamin Netanyahu sur le problème de la corruption. Alors, Yesh Atid est crédité de 12 sièges et Kulanu de 9 mandats. La gauche, avec le cantionniste de Herzog Livni, passe en tête avec 23 sièges, juste devant le Likoud, 22 sièges. On en reparle tout à l'heure dans le journal de campagne. On en reparlera plus en détail. On parle également dans le Israël Hayom de Hanin Zohabi, la députée israélienne qui sera finalement présentée devant la justice. Voilà, disons que c'est pratiquement l'information du jour. Le conseiller juridique du gouvernement a finalement tranché. Hanin Zohabi, la députée arabe israélienne, sera présentée en justice. Alors un acte d'accusation sera soumis au juge contre la députée du parti Balad pour incitation à la violence et insulte à agents de la force publique. Les faits remontent à juillet 2014. Hanin Zohabi est accusée d'avoir agressé 2 policiers lors d'une manifestation devant le tribunal de Nazareth au cours d'une audience sur la prolongation de la détention des suspects du jeune Mohamed Abou Khder cet été à Jérusalem, un meurtre qui avait suivi l'assassinat des 3 étudiants israéliens dans le Gush Etzion. Voilà, Avi et Ali, on en reparlera plus en détail au cours de cette édition. On s'intéresse à présent au Jérusalem Post qui complète certaines informations du Yediot Achronot. Oui, le quotidien publie à la une interview, les données d'une interview accordée hier soir par le Premier ministre à la seconde chaîne de télévision. Alors, le titre, c'est une citation de cette interview. « Il est improbable que des implantations soient démantelées au cours de mon prochain mandat », a affirmé Benjamin Netanyahu devant les caméras de télévision. Alors, le Premier ministre a rappelé au cours de cette interview qu'il reste fidèle au discours de Bar-Ilan prononcé en 2009, au cours duquel il s'est prononcé en faveur de la solution à 2 États, mais par leur action, a-t-il dit, les Palestiniens l'ont vidé de sens. Je ne pense donc pas qu'une évacuation d'implantation est pour le moment concevable. En tout cas, Netanyahu a promis d'envisager un débat télévisé. Le problème, a-t-il ironisé, est de savoir si cela sera face à Yitzhak Herzog ou face à son allié Tzipi Livni. Alors voilà, on ne sait pas qui sera en face de lui, mais en tout cas, le débat, il se pose. Est-ce que Netanyahu, il est dans la ligne droite de ce discours qu'il a prononcé à Bar-Ilan? Absolument. Enfin, Netanyahu va à droite maintenant. Il va à droite déjà depuis quelques mois, depuis qu'il sent qu'il y a des élections. Car tous les sondages indiquent qu'une majorité d'Israéliens, pas une écrasante majorité, mais une majorité d'Israéliens est plutôt droite et centre-droite. Et Netanyahou a fait un virage clair ces dernières semaines, ces derniers mois. Il se pose à droite. Son rival principal à droite, c'est Naftali Bennett, qui a beaucoup de succès avec les jeunes. Je connais beaucoup de jeunes qui ne sont pas religieux et qui vont aller voter Bennett, qui votaient Likoud, qui vont aller voter Bennett.
Il essaye aussi de récupérer les voix de Lieberman. Lieberman qui a bougé au centre. Donc il se pose aujourd'hui nettement à droite. Et cela ne m'étonne pas que dans son interview avec Yediot Ahronot ou Jerusalem Post, il dit qu'il ne va pas y avoir de retrait d'implantation. Cela veut dire qu'il dit plus ou moins on ne va pas avoir de négociation dans mon prochain terme. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment ça la situation. Mais électoralement, Netanyahou, aujourd'hui, se positionne à droite. Du côté palestinien, Ali, ça a été perçu comment, cette déclaration? Non, les Palestiniens n'ont pas été surpris de cette déclaration. C'est vrai que ces déclarations viennent dans un contexte électoral, mais pour les Palestiniens, Netanyahou, c'est le même. Netanyahou, c'est un Netanyahou qui n'est pas prêt à entamer de vraies négociations et que le principe qui a gouverné le mandat de Netanyahou, c'était gérer le conflit et ne pas essayer de le résoudre. Donc, pas de surprise auprès des Palestiniens. Maurice, on continue avec Yediot Ahronot. Pour répondre à la remarque de mon ami Avi Pazner, je vous propose de regarder cette caricature de Yediot Ahronot. C'est un clin d'œil à la météo, mais on y voit Sarah et Benjamin Netanyahou volant de leur voiture prise dans une tempête de neige. Sarah demande où on va. Benjamin Netanyahou répond n'importe où, mais pas à gauche. Et voilà, comme ça c'est fait. Allez, la presse palestinienne maintenant, Maurice, qui s'intéresse à l'enquête de la Cour pénale internationale. Exactement, un coup d'œil sur Mahan News, l'agence de presse officielle palestinienne. Alors au moment où Ban Ki-moon annonce que la Palestine sera membre de la Cour pénale internationale à compter du 1er avril, Mahan News explique que l'agence de presse palestinienne explique que l'autorité palestinienne a formellement reconnu la compétence de la Cour pénale internationale à compter du 13 juin 2014. Alors Mahan explique encore l'acceptation palestinienne diffère de la ratification du traité de Rome portant création de la CPI puisque les Nations Unies sont toujours en train d'examiner la demande d'adhésion palestinienne. Mais ce que ne dit pas Mahan, c'est que la date choisie n'est pas un hasard. La veille, le 12 juin, 3 jeunes Israéliens étaient enlevés et massacrés en Cisjordanie. L'autorité palestinienne pense ainsi échapper aux poursuites. Alors une stratégie, Avi Pazner, de la part de l'autorité palestinienne? Oui, eh bien écoutez, il y a une stratégie, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont être capables de la pousser au bout. Premièrement, ils ne sont pas un État. Malgré le fait qu'eux se considèrent comme un État, juridiquement, ils ne sont pas un État. Donc, ils ne peuvent pas être membres de la CPI. Ils ne peuvent pas se plaindre contre Israël. Et si par hasard, après des détours hasardeux, légaux, ils arrivent à déposer une plainte contre Israël, peut-être par personne ou pays interposé, je crois qu'Israël a les moyens de contrer cela. Et je crois que là, on ne va pas aller avec des gants de velours parce que c'est extrêmement grave. Ça, là, ça veut dire rupture avec Israël, ok? Et Israël répondra de la sorte. On continue et on termine avec la presse égyptienne et libanaise. Oui, alors l'Égypte, un combat qui est souvent ignoré de la presse, mais il faut le souligner. Les forces égyptiennes dans le Sinaï poursuivent leur lutte sans merci contre les islamistes. Du 3 au 5 janvier, affirme Daily News Egypt, 11 djihadistes ont été tués dans le Sinaï et 22 tunnels servant à infiltrer en Égypte des armes et des terroristes ont été détruits. Et on finit au Liban, où L'Orient le Jour nous annonce que la star du porno fait polémique. Alors, l'éditorialiste pose une question. Que préférez-vous comme calife, Mia ou Baghdadi, demande L'Orient le Jour. Mia, c'est Mia Khalifa, 21 ans, la star d'un site porno américain. Elle est née au Liban, mais réside à Miami. La semaine dernière, Mia Khalifa a été classée la star numéro 1 de Pornhub. Depuis, les réseaux sociaux au Liban se sont déchaînés. Certains l'avouent aux gémonies, d'autres saluent son audace et défendent sa liberté d'user librement de son corps. Je vois que le Liban a de gros problèmes. Des problèmes de fond. Merci beaucoup, Maurice. Vous restez avec nous puisqu'on va poser une question à présent. Et je me tourne vers vous, Ali. Le chef du bureau politique du Hamas, en exil depuis près de 40 ans, aurait été expulsé par le Qatar et s'apprêterait à s'installer à Ankara. C'est en tout cas ce que rapportent les médias turcs. Alors Ali, info ou intox?
Ce n'est pas un hasard, premièrement, que c'est les médias turcs qui apportent cette histoire, parce que la Turquie s'avère comme la nouvelle adresse de Khaled Mashal si jamais il est expulsé du Qatar. Il y a des segments assez importants dans le public turc qui n'apprécient pas cet acte de la part du président turc et ce rapprochement, cette alliance entre le Hamas et la Turquie. Maintenant, le Hamas dément cette information. Le ministère des Affaires étrangères à Doha refuse de commenter, mais c'est sans doute le début de la fin pour le Hamas en ce qui concerne son alliance avec le Qatar. Depuis le rapprochement entre l'Arabie saoudite et entre le Qatar, c'était une question de temps. Quand et comment est-ce que le Hamas va payer ce prix de ce rapprochement? Ce rapprochement avec l'Arabie saoudite a été couronné par un rapprochement entre le Qatar et l'Égypte, le plus grand rival du Hamas. Et donc, c'est une question de temps. Alors, justement, est-ce que c'est pour le Qatar une façon de céder à la pression internationale ou au contraire de montrer à l'Égypte un signe de bonne volonté, finalement, pour un rapprochement? C'est les deux ensemble, Nathalie. Le Qatar a été grièvement isolé dans la scène internationale par l'Arabie saoudite, par l'Égypte, par les pays arabes modérés et par pas mal des pays occidentaux. Israël était aussi impliqué dans cette campagne d'isoler le Qatar à cause de son soutien au Hamas. L'émir du Qatar a cédé à cette pression, mais la question pour Israël, quelle va être l'alternative? Et le Hamas a fait signe depuis quelques semaines qu'il ne va pas se tourner contre des régimes arabes plus pragmatiques, plus modérés. Il va tourner plutôt vers Téhéran. La direction du Hamas a presque supplié la République islamique de renouveler son soutien financier pour le mouvement islamique, son soutien pour la branche armée du Hamas. Et là, il faut faire attention. Au sein du Hamas, il y a des discussions. Est-ce que ça vaut le coup de retourner dans le bloc, dans l'alliance iranienne, ou est-ce qu'il faut encore user ce qui reste du soutien pour le Hamas auprès des pays arabes pragmatiques? Entre ces deux tendances au sein de la direction du Hamas vient la branche militaire, l'aile militaire qui s'intéresse à l'argent. Qui va financer le Hamas? C'est pour cela plus probablement que l'aile militaire du Hamas va trancher cette discussion entre modérés et radicaux au sein du mouvement, et on verra très rapidement le Hamas glisser à nouveau dans le camp iranien. Alors voilà, ce sont vos pronostics. Avi Pazner, est-ce qu'on va plutôt vers une fin du Hamas ou plus vers une radicalisation de l'organisation terroriste? Une fin du Hamas, non. Il n'y a aucune raison pour le moment d'aller vers une fin du Hamas. Malheureusement, je dis malheureusement, le Hamas est une organisation qui est fortement implantée dans le camp palestinien. Mais on va peut-être vers un affaiblissement du Hamas, un affaiblissement politique cette fois, un Hamas déjà très affaibli par la campagne militaire de cet été. Je sais que les résultats sont controversés, mais il me semble qu'en analysant les résultats 4 mois après, on voit que le Hamas n'est pas en état de se battre militairement aujourd'hui, malgré les bruits qui sortent de Gaza. Alors justement, avec cet affaiblissement politique, on pourrait penser que le Hamas pourrait se tourner plus vers Mahmoud Abbas et arriver à certaines concessions avec l'autorité palestinienne. Selon vous, ce ne sera pas le cas? Oui, le Hamas est en train de faire des concessions pour l'autorité palestinienne. Des ministres du gouvernement du président Abbas ont visité la bande de Gaza il y a quelques jours pour discuter des projets de la reconstruction de la bande de Gaza. Mais ça fait partie du manœuvre de Hamas. Le Hamas est en train de jeter ses cannes pour voir quel poisson il va plutôt pêcher. Est-ce que ça va être une grâce de la part du régime égyptien? Est-ce que ça va être une entente avec le président palestinien? Pour le moment, côté Égypte et côté autorité palestinienne, on ne fait pas de signe comme quoi on était prêt à absorber le Hamas dans le nouveau système palestinien. Le président palestinien, sous la pression de l'Égypte et des Saoudiens, essaie encore de pousser plutôt au bout et au coin le Hamas. Non, la grande question, encore une fois, c'est
l'attitude du Hamas. Est-ce que instinctivement et automatiquement il va se rendre à nouveau dans le camp de l'Iran, ou est-ce qu'il va comprendre le message de la communauté internationale et du public palestinien qui veut un changement dans la vie des Gazaouis? Nathalie, on parle d'une tempête qui frappe le pays. Il faut se rappeler, il y a presque 100 000 Palestiniens sans abri suite à la campagne, à la dernière guerre en été. Et ces 100 000 s'intéressent peu aux tendances et aux décisions du Hamas. Ils veulent une solution. Et je ne pense pas que l'Iran pourra garantir la solution aux Gazaouis. Et concrètement, sur le terrain, on a vu que ces promesses de dons lors de la conférence du Caire, la conférence des donateurs du Caire, il y a très peu finalement d'argent qui est arrivé sur le terrain. Ces promesses ont été conditionnées par le fait que l'autorité palestinienne doit retourner à la bande de Gaza, doit prendre les directions des affaires à la bande de Gaza. Les pays ne veulent pas être accusés que leurs dons au Hamas ont été investis dans la reconstruction de l'infrastructure militaire du Hamas. Si jamais le Hamas reste à la bande de Gaza, pour le moment, cette campagne de dons et de donations sera réduite aux quelques millions versés par le Qatar et qui seront réduits aussi à la reconstruction physique de la bande de Gaza et non pas à un changement d'atmosphère à la bande de Gaza qui permettra peut-être l'ouverture de frontières entre la bande de Gaza et l'Égypte, entre la bande de Gaza et Israël. Je voudrais, Avi, qu'on revienne sur ce rôle de la Turquie, ce rôle potentiel également d'Erdogan qui pourrait accueillir Khaled Meshal. Non, premièrement, je dirais que plus rien ne me surprend venant de la part d'Erdogan. Vraiment plus rien. Il se conduit vraiment d'une façon presque irrationnelle du point de vue, je dirais, de l'atmosphère internationale. Il place la Turquie fermement dans le camp de l'islam radical, pas de l'islam modéré, dont il présentait la face il y a juste quelques années. Mais il se radicalise et cela vient aussi avec d'autres choses qu'il fait. Par exemple, la poursuite contre des journaux, contre des journalistes. Par exemple, une action contre la police qui enquête sur lui. Donc, ça ne m'étonne pas, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais ça ne m'étonnerait aucunement si Khaled Meshal est chassé du Qatar, comme il a été chassé de Syrie, comme il a été chassé de Jordanie, qu'il vienne se réfugier en Turquie. Peut-être qu'il sera chassé de Turquie et viendra en Israël. Qui le sait? Ce sera peut-être la destination finale. Merci beaucoup, Avi. Merci, Ali. On va passer à un autre sujet. C'est la première fois, ce n'est pas la première fois, pardon, qu'elle tenait des propos plus que polémiques, mais c'est la première fois en tout cas que la justice israélienne approuve des sanctions prises par les parlementaires israéliens. Hanin El-Zohabi sera donc traduite devant la justice. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Philippe Koskas. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Vous êtes avocat. Alors, est-ce que c'est un grand pas de franchi pour la justice israélienne? Non, c'est pas un grand pas de franchi, non, je crois pas. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est un précédent. Il faut dire que les députés israéliens jouissent d'une immunité qui est relativement large et que, en général, le conseil juridique du gouvernement pas facilement décide d'inculper un député en fonction. Et ça a été le cas, donc c'est ce qui a été annoncé hier pour la députée Hanin El-Zohabi. Bien que dans le passé, plusieurs fois, elle avait incité à la violence et avait, j'allais dire, dérogé à un comportement normal de député. Alors c'est ça, pourquoi précisément maintenant? Pourquoi avoir choisi de la traduire devant la justice maintenant, alors que par exemple dans l'affaire du Mavi Marmara, ça n'a pas été le cas et la décision de la justice? Oui, parce que je crois que là, il y a une incitation à la violence physique qui est précise, dans le sens où, pour rappeler les faits, elle était au tribunal de Natseret donc il y a 6 mois, et elle a insulté et menacé des policiers d'origine arabe en les traitant, en leur crachant sur la figure, en les menaçant. Enfin, il y avait donc une incitation à la violence physique. Et ça, je crois que, j'allais dire, ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je crois qu'un pays ne peut pas vivre avec des députés qui vont se retrancher derrière leur immunité parlementaire et inciter comme ça, de manière physique, à la violence.
Philippe, une question à présent, hein, c'est la limite finalement entre le droit, la liberté d'expression aussi. Comment ne pas risquer avec une telle décision de limiter la liberté d'expression, les règles du jeu démocratique finalement? Moi, je ne vois absolument pas qu'il y a limite à la liberté d'expression. Je crois que parmi l'immunité parlementaire, les Israéliens, les députés israéliens jouissent une des plus larges immunités parlementaires. Par contre, évidemment, l'incitation à la violence physique, eh ben là, on dit non. Il n'y a plus de liberté d'expression. On n'a pas le droit d'inciter physiquement à la violence. Et je crois que là, c'est une vraie ligne rouge qui a été donnée. Et je suis bien entendu d'accord avec la décision qui a été prise par le conseiller juridique du gouvernement. Merci beaucoup Philippe Koskas pour cette intervention. Alors Ali, Avi, je me tourne vers vous. Peut-être on va commencer par vous Ali. Est-ce que Khanin Zohabi a dépassé une ligne rouge et finalement on ne parle pas ici d'atteinte à la liberté d'expression d'un député israélien? Nathalie, j'ai parlé hier soir avec un proche de Khanin Zohabi qui a accusé bien sûr le système israélien, mais quand on regarde le vidéo, ce fameux vidéo quand il se trouvait dans un tribunal de Nazareth, se rapprocher physiquement d'une façon très claire et pas assez convenable d'un policier israélien, l'a insulté. Moi, je n'ai pas vu Zohabi cracher, mais Khanin Zohabi a provoqué ce procès qu'elle pense va lui ajouter 2 points au sein de son parti qui va la semaine prochaine voter pour la liste qui représentera Balad aux prochaines élections et au sein d'un segment de la jeunesse arabe. Mais vous savez, il y a un procès qui est mené encore contre Mohamed Barake, le chef du parti Hadash. Et quand il y a 2 dirigeants sur 3 partis arabes, 2 dirigeants des 3 partis arabes sont en procès dans des phases juridiques différentes, il faut se poser la question sur les relations entre l'État israélien entre la minorité arabe. À mon avis, ce que dit le proche, et il a raison dans cette petite partie, qu'on a vu ces gestes de se rapprocher, d'insulter des soldats, pas des dirigeants de la droite israélienne quand il y avait des évacuations des postes dans les colonies, et rien ne s'est passé. Il y a ici une question contre Khanin Zohabi qui a d'une façon infinie provoqué... Il y a un 2 poids 2 mesures là dans la justice israélienne. À mon ami Ali, qu'en Israël, il y a plus de liberté d'expression pour les députés arabes qu'ils en ont dans tous les pays autour de nous. Je crois qu'il y a vraiment une liberté presque absolue, que je respecte d'ailleurs quand elle est légitime. Par exemple, Ahmed Tibi fait des déclarations des fois très dures, avec lesquelles je suis en complète contradiction. Mais c'est son droit, ce sont des déclarations politiques. Alors que Khanin Zohabi a dépassé toutes les lignes, physiquement attaque, verbalement attaque des policiers, fait des choses exprès, je suis d'accord, il fait des choses exprès pour arriver à une expulsion de la Knesset, pour arriver à un procès. Et pour monter son audience, donc finalement, mais une démocratie, Nathalie, une démocratie doit savoir aussi se défendre. Pas seulement donner la liberté, ce qui est important, mais aussi poser des limites, poser des lignes et défendre cette liberté pour qu'elle ne devienne pas anarchique. Alors c'est une question qui revient aussi souvent au sein de la société israélienne. Est-ce que par exemple Khanin Zohabi, qui prend la direction du Qatar, qui va rencontrer là-bas des officiels sur place, est-ce que c'est finalement trahir son pays, trahir Israël ou pas? Les limites, elles sont dures à définir. Je ne veux pas parler de la double dilemme, de la dilemme quotidienne des Arabes entre être fidèles à leur État israélien, être fidèles à leur nationalité d'origine, la nationalité arabe et palestinienne. Moi, je parle de l'attitude de Khanin Zohabi qui est très critiquée, même au sein des Arabes en Israël, qui pensent que Khanin Zohabi apporte plus de dégâts à la cause arabe israélienne que d'intérêt et que des points positifs. La population arabe pense que quand il y a cette attaque, quand le public israélien pousse plutôt à droite et devient de plus en plus anti-arabe, une partie de ce mouvement à droite est expliquée par des attitudes pareilles à celles de mademoiselle Zohabi. Mais la question à nouveau encore, est-ce que le système israélien qui veut accueillir, qui veut absorber les Arabes ne doit pas faire des comptes différents quand il accuse
Mohamed Barak, quand il accuse Khanin Zouabi. Il n'y a pas ici des questions de sécurité. C'est vrai qu'on ne peut pas accepter qu'un député crache sur un policier, mais là, elle nie le fait qu'elle a craché sur le policier. Dans la vidéo, on ne la voit pas cracher, on la voit discuter d'une façon très brutale, voire très violente avec le policier, mais il n'y avait rien de spécial. Alors, elle a également eu des propos particulièrement véhéments pendant l'opération. Excusez-moi. Madame Zouabi ou Mademoiselle Zouabi? Mademoiselle. Pardon, Mademoiselle Zouabi. Elle enfreint la loi, par exemple, en se rendant au Qatar. Il y a une loi. Ou bien Azmeh Bechara, lorsqu'il a été accusé de trahison et d'espionnage pour le Hezbollah, ils enfreignent la loi. Ça n'a rien à voir avec l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, elle est donnée pour remplir vos fonctions parlementaires. Mais vous devez aussi ne pas enfreindre une loi israélienne. Mais alors pourquoi dans ce cas-là, la justice israélienne s'est montrée tellement réticente à agir les fois précédentes? Ça m'a étonné, justement par libéralisme, pour démontrer justement qu'on donne liberté de parole, liberté d'action aux députés arabes, ce qui est bien. Mais je crois que certains d'entre eux, dont Mademoiselle Zouabi, ont dépassé toutes les limites, et il est bon de rappeler, et je suis complètement d'accord, Ali, que ce comportement de Khanin Zouabi renforce la droite israélienne. Renforce la droite israélienne. Et si c'est ce qu'elle veut, OK. Mais si vraiment les Arabes israéliens, comme je crois la majorité des Juifs israéliens, veulent quand même arriver à une bonne coexistence et à la paix, Khanin Zouabi est un énorme Je vais rappeler le score de Khanin Zouabi quand elle s'était présentée pour les élections locales à Nazareth pour le poste de maire. Khanin Zouabi a reçu 3% des voix, ce qui explique aussi le pourcentage de soutien de la part de la population arabe. Mais c'est vrai que Khanin Zouabi, quand elle prend des gestes, ses messages ne sont pas réduits au public arabe-israélien. On a mentionné le Qatar, par exemple. C'est donc à l'intention de la communauté internationale, parce qu'elle n'a pas forcément une crédibilité importante au niveau de la rue palestinienne. Elle n'a pas une crédibilité importante. Il faut mettre les choses dans le contexte. Balad est le troisième parti arabe dans son importance et dans son poids électoral, mais quand Khanin Zouabi se comporte dans la façon qu'elle se comporte, et vise Al Jazeera, et vise les subventions et l'argent du Qatar versé pour le Balad aussi. Merci Ali Waken, Avi Pazner, vous restez en notre compagnie. Maurice, on vous retrouvera en deuxième partie d'édition. Restez avec nous. À suivre, on parlera de Soumission, le nouveau livre de Michel Houellebecq. Alors, est-il un livre dangereux ou pas? Le pitch a été tenu secret puis révélé à la mi-décembre. En tout cas, le livre sort aujourd'hui en France et c'est Myrim Aman qui viendra nous en parler dans quelques instants après un tout nouveau journal présenté par Daniel Goldminka. Tout de suite. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News avec ce temps particulièrement tempétueux que vous voyez derrière moi. Alors on va parler d'un roman. Il sort aujourd'hui en librairie en France. Soumission de Michel Houellebecq qui fait déjà parler de lui depuis plusieurs semaines. Alors Michel Houellebecq ne s'est interdit aucun raccourci et pour lui c'est sans appel. L'athéisme est mort, la République est morte, la laïcité est morte. On va en parler avec Myrim Aman. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On va revenir sur cette polémique qui finalement enflamme la France, mais pas seulement, l'étranger aussi. Oui, alors d'abord vous parlez de tempête, ça crée une véritable tempête ce livre. Il faut revenir d'abord sur le titre, Soumission. C'est en fait l'islam, la traduction de l'islam c'est Soumission à Allah et sans doute que c'est donc le choix de Michel Houellebecq. Alors avant de revenir sur cette polémique, qui est importante, vous l'avez dit, il faut un petit peu raconter l'histoire, la trame de ce livre, de ce roman. Alors, l'histoire débute à la fin du second mandat de François Hollande, c'est-à-dire en 2022. C'est aujourd'hui, C'est-à-dire, c'est pas un roman qui se projette dans un avenir incertain, une date qu'on ne connaît pas. C'est en 2022. Le FN est sur le point de remporter les élections en France. Et seule solution, c'est une union entre l'UMP, le PS et un parti, la Fraternité
musulmane. C'est un parti qui a été entièrement inventé par Michel Houellebecq pour les causes de ce roman. Ils font donc, et l'UDI aussi, c'est important de le souligner, ils font donc alliance, ils battent Marine Le Pen et c'est Mohamed Ben Abbès qui devient le nouveau président de la France, de la République française, et il nomme François Bayrou comme Premier ministre. Voilà, quand les téléspectateurs liront ou pas ce livre, ils verront pourquoi François Bayrou a un petit rôle dans cette histoire. En fait, le décor est planté, c'est un décor qu'on connaît bien, c'est la France d'aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes politiques d'aujourd'hui qu'on connaît, et donc c'est facile de poser les lieux, la scène de l'histoire. Voilà, ça c'est pour le début. Donc, premier président musulman, et pas seulement musulman, c'est un musulman pratiquant qui instaure en fait une république islamique. En France, les femmes doivent se voiler, la polygamie est permise, donc ce n'est plus illégal. Les universités sont rachetées par le Qatar. Et donc, du coup, les femmes, les employés doivent être voilés elles aussi. Et les professeurs doivent se convertir à l'islam. S'ils le font, eh ben, leur salaire est triplé. Vous vous rendez compte, donc 3 fois plus que ce qu'ils gagnaient avant. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette République islamique de France ? Une nouvelle République islamique qui voilà, a les finances pour oui, alors pourtant le chômage baisse drastiquement, presque disparaît, puisque les femmes retournent au foyer et donc les places se libèrent sur le marché du travail. Voilà, Nathalie. C'est pratique pour lutter contre le chômage. C'est formidable, formidable. Voilà, alors, ce qui est important, c'est le narrateur. Le narrateur s'appelle François. C'est un petit peu cliché. Il représente donc le français. C'est un professeur à l'université de la Sorbonne qui a 44 ans. Il est célibataire parce que sa compagne quitte la France et fait son alia. C'est une juive. En passant, donc, il encense un petit peu Israël dans ce roman en disant qu'Israël a réussi à lutter contre cet islam radical, contre l'emprise de l'islam sur le monde. Et voilà. Et donc lui, il hésite à se convertir ou pas. Finalement, il quitte l'université. Voilà. Et l'histoire, je ne vais pas vous la raconter en entier pour ceux qui veulent la lire, veulent lire ce roman. En tout cas, voilà, c'est à travers le regard de cet homme qui laisse faire, en fait, qui vit les choses d'une manière très passive, mais qui s'interroge, voilà. Donc, alors, on l'a bien compris, hein, la polémique, on voit bien d'où elle naît, l'islamisation, finalement, de la France, avec cette vision particulièrement radicale de l'islam. Oui, mais en tout cas, pour Michel Houellebecq, qui était hier soir sur France 2 en interview dans le 20h, il dit que ça reste un roman qui ouvre, certes, un champ des possibles. On va tout de suite regarder un extrait. C'est une possibilité, probablement pas aussi court terme que dans le livre. 2022, ça paraît très tôt, mais c'est une vraie possibilité. Je ne vois pas d'exemple où un roman ait changé le cours de l'histoire. C'est autre chose qui change le cours de l'histoire. C'est des essais, le manifeste du Parti communiste, des choses comme ça, mais pas des romans. Ça se produit jamais en pratique. Je ne trouve pas du tout que ce soit un islam radical dans mon livre. C'est au contraire une des variantes les plus douces qu'on puisse imaginer. Vous savez, c'est énorme l'étendue de l'islam. Entre le Maroc, l'Arabie Saoudite et l'Indonésie, il y a plus que des variantes, quoi. Donc là, je ne trouve pas que ce soit un islam qui fait peur. Là, je ne suis pas d'accord avec Malek Chebel. Non. Alors, 2 éléments à retenir dans cette interview de Michel Houellebecq, mais une question avant toute chose, Avi Pazner, vous êtes resté en notre compagnie. Est-ce que c'est si fictif que ça, ce roman de Michel Houellebecq ? C'est fictif, mais c'est peut-être fictif du point de vue du temps, ok ? Parce qu'il place ça en 2022, c'est très proche. C'est pas impossible, mais c'est quand même trop proche. Mais à long terme, c'est tout à fait possible qu'il y ait un président ou un premier ministre musulman en France. Mais il peut y avoir des conjonctures où un président musulman est élu en France, ce qui ne veut pas dire qu'il va entraîner la France dans une pente musulmane. Mais comme Michel Houellebecq invoque l'irresponsabilité de l'auteur, il se permet donc de bâtir un scénario où la France devient république islamiste. Ça fait peur. Alors justement, j'aimerais recueillir votre réaction à ce sujet. Il y a une irresponsabilité ou au contraire une responsabilité d'un auteur, même de roman ? Moi, je suis sûr qu'il a ses idées dans la tête. D'ailleurs, j'aimerais retourner 14 ans en arrière. Je crois que Houellebecq a fait des déclarations anti-musulmanes. Voilà, il a fait des déclarations. Donc, il a un agenda. Bien sûr, il invoque aujourd'hui les responsabilités, qui est vrai, mais il y a là un message très fort. Et je crois que c'est un message qui va plutôt aider la droite et même l'extrême droite
française, parce que les gens vont avoir peur en lisant ce livre. C'est exactement ce que pense, c'est bien parce que vous me permettez de rebondir, Edu Plenel de Mediapart, qui lui accuse Michel Houellebecq d'être profondément islamophobe et de véhiculer des idées islamophobes dans ce roman, sous couvert justement de irresponsabilité de l'auteur. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview. On construit une question musulmane, on la rend populaire de la même manière qu'en Europe, pendant des décennies, on a construit de manière arbitraire, idéologique, une question juive en prenant les juifs en bloc, en les assimilant à l'argent, à une menace. Et nous savons la suite en Europe. Le vrai danger, vous savez, du racisme, ce n'est pas le racisme du café du commerce, le préjugé du voisin contre le voisin. Le vrai danger, c'est quand le racisme devient une idéologie défendue par des gens cultivés, diplômés, qui normalement connaissent un peu notre histoire, connaissent les principes, les valeurs. Quand il devient une idéologie défendue par des intellectuels, c'est là qu'il est une authentique menace. Alors justement, on va reparler tout à l'heure de ce racisme, notamment, on va voir ce qui se passe en Allemagne en ce moment et ces dernières heures, c'est également flagrant. Myri, pour autant, c'est pas la première fois, on l'a déjà dit, que Michel Houellebecq est au cœur d'une tempête médiatique. Mais oui, justement, en 2001, vous l'avez dit, il y a 13 ans, il a déclaré, je cite, « Quand on lit le Coran, on est effondré, effondré ». Et la pire phrase qui a été ressortie de cette interview dans le magazine Lire, c'est de toutes les religions, la plus con, excusez-moi l'expression, c'est pas moi qui l'utilise, hein, c'est Houellebecq, c'est quand même l'islam. Voilà, donc évidemment, les associations antiracistes ont immédiatement porté plainte. Il y a eu un procès un an après. Michel Houellebecq a été relaxé. La justice a estimé que traiter une religion de con, encore une fois, excusez-moi l'expression, ça ne veut pas dire qu'on jette l'opprobre sur tous les musulmans individuellement. Et donc, il n'y avait pas lieu là de le condamner pour racisme, en tout cas pour incitation à la haine. Et il faut, Nathalie, comprendre le personnage. Qui est Michel Houellebecq? Au-delà du fait de l'écrivain, l'homme Michel Houellebecq, c'est quelqu'un de très angoissé, décrit par ses proches comme très angoissé par la mort, par des cadres trop stricts ou trop laxistes. C'est quelqu'un qui tout le temps se remet en question, qui n'est pas, qui est à la limite de la dépression en fait tout le temps. Et voilà, il y a un universitaire qui s'est penché justement sur ce roman et sur Michel Houellebecq, l'auteur. On écoute tout de suite ce qu'il en dit. Houellebecq, c'est clair, oppose la liberté à la règle. Pour lui, la liberté est quelque chose de très malfaisant. C'est ça qui étonne et qui choque beaucoup, parce que nous sommes tous des libéraux, plus ou moins, enfin, plutôt plus que moins, surtout en termes moraux. Et lui vient nous dire que la liberté est une catastrophe et que c'est un monde de régulation sexuelle ou économique auquel il rêve. Ce qu'il redoute dans les religions, c'est quand il y a une transcendance ou un absolu trop fort, qui oblige justement à se soumettre, sans pouvoir discuter. Je dirais que c'est une écriture de la frustration et même du ressentiment. Il parle sans autocensure. Voilà. Il n'y a pas d'autocensure de sa part. D'où les débordements que l'on remarque. Mais ce qui permet aussi au lecteur de se retrouver dans les faiblesses et dans les mauvais sentiments que nous avons aussi quelquefois. En même temps, moi, ma prof de philo en terminale, elle nous avait dit qu'on était tous des névrosés. Donc finalement, Michel Houellebecq en fait partie et en nous offrant ce roman. Merci. Myri, une question finalement à vie, elle touche à la France. La France d'aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait voir se constituer d'ici quelques mois, quelques années, des partis religieux? Je crois que c'est possible. D'ailleurs, je reviens pour une seconde à Houellebecq. Lui aussi a des doutes sur la laïcité. Lui aussi, je crois, il y a un retour vers la religion chez Houellebecq, ok, pas l'islam, mais la religion chrétienne, catholique. Il y a un retour. Et on peut concevoir qu'il y ait un parti dans le futur, un parti, comme on en a en Israël d'ailleurs, malheureusement, qui soit basé sur la religion. Les musulmans en France sont déjà, je ne sais pas, on ne sait pas le pourcentage exact, 10, 12, 13%. Mettons que dans 10 ans, ils sont 20%. Pourquoi ils ne formeraient pas un parti musulman? C'est possible. La fin, la mort de la laïcité en France? Eh bien, écoutez, c'est très vite dit, mais la laïcité est profondément enracinée en France et il y aura une réaction.
Quelle sorte de réaction? Difficile à dire. Viendra-t-elle de l'extrême droite? C'est possible. Il y aura une réaction. Cela ne va pas se passer doucement. Pour vous, la laïcité, ce n'était pas qu'une parenthèse en France? Ce n'est pas qu'une parenthèse. C'est pas une parenthèse de l'histoire humaine, finalement, pas seulement de l'histoire française. Elle est profondément ancrée dans la tradition et l'histoire française. Alors justement, on va voir ce qui se passe en Allemagne. Vous le savez, les autorités s'inquiètent des manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois et qui donnent une image de l'Allemagne raciste. On va voir de quoi il s'agit dans quelques instants avec ces manifestations anti-islamisation en Allemagne. Et puis leur réponse, c'est également ces mouvements pro-islam, pro-religion et qui ne veulent pas créer de différences et de divergences au sein de la société. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble en image. Pas de projecteur sur les xénophobes. Plusieurs grandes villes allemandes ont éteint hier leurs principaux édifices pour plonger dans le noir les manifestants du mouvement Pegida, autrement dit les Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident. Les contre-manifestants se sont mobilisés en masse pour dépasser le mouvement populiste à Münster, Stuttgart, Hambourg, mais aussi dans la capitale fédérale. Je crois que le pire dans tout ça, c'est que c'est un mouvement contre l'ouverture de la société. Ils veulent créer leur propre communauté parce qu'ils trouvaient que c'était mieux avant. Pour moi, c'est n'importe quoi. Les musulmans représentent moins de 1% de la population dans la Saxe. Pourtant, à Dresde, la manifestation contre l'islamisation de la société a réuni lundi 18 000 personnes. Le mouvement Pegida a plusieurs cibles, l'islam, les étrangers, les médias, les élites politiques qui dilueraient la culture chrétienne allemande. Ça n'a rien à voir avec le nazisme. Je ne suis pas un nazi, je ne suis juste pas non plus un ami de l'islam. Le mouvement a été dénoncé par des politiques de tous bords, en particulier par la chancelière allemande. Angela Merkel a appelé ses compatriotes à ne pas participer à ces manifestations, estimant qu'elles étaient organisées par des gens au cœur rempli de préjugés et de haine. Nous devons brandir notre drapeau et affirmer que l'extrémisme de droite, la xénophobie, l'antisémitisme ne peuvent trouver aucune place dans notre société. Et vous vous êtes toujours élevés contre ça, même dans des régions du pays où la réalité est bien pire qu'on ne le voudrait. D'après le recensement de 2011, près de 2% de la population allemande est musulmane. Ils sont en majorité originaires de Turquie. La plupart des musulmans vivent à Berlin et dans les grandes villes de l'Allemagne de l'Ouest. Alors voilà, vous l'avez entendu, les autorités allemandes qui se sont insurgées contre ce genre de manifestations. Pourquoi, Avi Pazner, ce mouvement a-t-il pris autant d'ampleur dans l'Allemagne d'aujourd'hui? Eh bien, parce que, comme vous l'avez entendu, il y a aujourd'hui déjà 2%, ce qui n'est pas énorme, ok? Il y a déjà 2% d'islamistes en France. Et il y a une peur aujourd'hui. Avec ce qui se passe avec Daesh, ISIS, on voit à quoi peut porter l'islam. Il y a de jeunes Allemands qui sont allés combattre en Syrie. On dit 1 millier environ, on ne sait pas exactement. Ils vont retourner. Cela fait peur. Donc la droite allemande, et il ne faut pas faire d'erreur, c'est bien la droite allemande, ici peut-être même l'extrême droite allemande, qui une fois était antisémite, aujourd'hui c'est pas de bon temps. En Allemagne, c'est pas du tout. Et est-ce que ce mouvement risque de faire tache d'huile en France, par exemple, dans justement ces données actuelles dont vous parliez avec l'État islamique, etc. Ça risque de faire tache d'huile, et pas seulement en France. Je peux très bien voir des pays comme la Hollande, comme le Danemark. En Hollande, il y a un fort mouvement anti-islamiste. Le Danemark, je peux voir la France aussi tomber sous le risque d'avoir une réaction anti-islamiste venant de l'extrême droite. D'ailleurs, je crois que Marine Le Pen cache très peu ses convictions anti-islamistes, même ses convictions antisémites. Donc, oui, il y a... En tout cas, on le voit bien, l'actualité a rattrapé ce roman, fictif ou pas, de Michel Houellebecq. Merci à vous deux, Avi Pazner, Myriam Aman, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Dans quelques instants, mettez-vous bien sous les couvertures parce qu'on va parler, vous le voyez derrière moi, ça s'agite, de la tempête qui fait rage en Israël. Il fait sombre, il fait noir, il fait froid. Et voilà, c'est l'hiver. Retour
sur le plateau quasi apocalyptique du Morning sur i24 News. Nous sommes en direct de Tel Aviv et Yafo en ce matin blanc dans tout Israël, puisque la neige a commencé à tomber dans la plupart des villes du nord. On va faire le point d'ici quelques instants sur la météo. Opération appelée flocon blanc pour l'armée israélienne. Et oui, il y a un nom d'opération. Les soldats sont sur le qui-vive et sur le pont. La tempête qui est à son apogée depuis les plus fraîches heures de la matinée en Galilée, dans le Golan. Eh bien, c'est l'apocalypse. La neige a commencé à tomber à Hebron, dans le Gush Etzion également. Vous voyez ces dernières images, ça donne envie quand même, Maurice. Non, pas même trop. pas. Bon, d'accord. Je vois, je suis la seule à être fan de la neige. À Tzfat, Safed, ville dans le nord du pays, eh bien, la ville est complètement paralysée. Il y a eu 10 cm de neige qui sont tombés depuis ce matin. Quand même, la route 1, une des principales routes du pays, est fermée, ainsi que d'autres routes, notamment celle qui mène à Jérusalem et part de Jérusalem, qui sera fermée à partir de 10h ce matin, heure israélienne. Et puis notez, ça va vous faire plaisir, que le lac de Tibériade a monté de 2 cm en 24 heures. Bonne nouvelle. Et ben voilà, comme ça. Malgré tout. Et ben oui, il y a des choses positives avec cette tempête qui agite Israël. Alors justement, on va se rendre à Jérusalem où les cours ont été fermés, les écoles seront fermées aujourd'hui. On va y rejoindre Daniel Haïk. C'est presque l'état d'urgence, Daniel, à Jérusalem. Alors est-ce qu'on a retenu les leçons de l'année passée ? Alors oui, ce n'est pas seulement l'état d'urgence, on peut dire c'est presque l'état de siège. Vous savez que les habitants de Jérusalem se souviennent d'une période pendant la guerre d'indépendance en 1948 où la capitale, la ville était en état de siège, et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Effectivement, même s'il n'y a pas encore eu de neige qui est tombée sur Jérusalem, seulement sur les hauteurs aux alentours de Jérusalem, comme vous l'avez dit, eh bien, d'ores et déjà, on peut dire que la population de Jérusalem est restée prudente. Elle a décidé de ne pas sortir. Les principales artères de la capitale, qui en général à cette heure-là sont extrêmement embouteillées, eh bien, sont quasiment désertes. Je viens de me promener sur les principales artères à l'entrée de la ville. Eh bien, c'est quasiment désert. On circule merveilleusement bien, et quelque part, d'une certaine manière, cela donne envie de se promener dans Jérusalem dans l'attente de cette neige. Effectivement, l'autoroute Jérusalem-Tel Aviv doit être fermée apparemment aux alentours de 10 heures, c'est-à-dire 1 ou 2 heures avant le début des chutes de neige prévues annoncées par la météorologie nationale. Et en attendant, eh bien, les Israéliens, les habitants de Jérusalem, eh bien, profitent en tout cas des quantités importantes de denrées alimentaires qu'ils ont engrangées au cours des derniers jours. Ils ont pris d'assaut les supermarchés, il faut le souligner. Alors voilà, Daniel Haïk, on voit que vous avez décidé ce matin de voir le verre à moitié plein, en tout cas, au contraire de Maurice, qu'il faut l'avouer, il est un peu bougon ce matin d'avoir été obligé de sortir du lit et d'aller dans la froideur du dehors israélien aujourd'hui. Mais est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu quand même? On a vu les supermarchés pris d'assaut, les caddies des Israéliens remplis hier, pour se préparer à un état de siège, comme vous le disiez. On n'exagère pas un peu? Effectivement, cela vient selon les sages de Jérusalem, cela vient effectivement de cette période de traumatisante qu'ont vécu les ancêtres de Jérusalem il y a de cela près de plus d'un demi-siècle. Et c'est vrai que c'est exagéré aujourd'hui. C'est vrai que la municipalité dispose de chasse-neige aujourd'hui, alors qu'elle n'en avait pas il y a une trentaine d'années. Je me souviens, lorsque je suis arrivé en Israël il y a un peu plus de 30 ans, il n'y avait quasiment pas de chasse-neige. Il fallait en faire venir du Hermon, du nord d'Israël. Là, aujourd'hui, la municipalité de Jérusalem est extrêmement bien équipée, et elle est capable d'ouvrir les principaux axes routiers, en particulier les axes qui mènent aux hôpitaux, et également donc de fournir des denrées alimentaires à l'ensemble de la population. Donc c'est vraiment un peu exagéré, mais d'une certaine manière, ça fait partie du folklore de cette période de neige, comme on l'a vécu l'année dernière. Et effectivement, l'une des priorités de la municipalité de Jérusalem et des autorités, c'est de veiller à justement que les carences qui ont été remarquées l'année dernière, eh bien, ne se reproduisent pas. L'année dernière, lors de la très historique tempête, on va dire, de l'année dernière, très violente tempête de l'année dernière, eh bien, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, cette tempête d'une moindre amplitude, eh bien, se déroule dans les meilleures conditions, et que finalement, on profite essentiellement de la neige, de ce manteau blanc qui va recouvrir de Jérusalem probablement dans l'après-midi et dans la nuit, et que demain, on se réveille dans une Jérusalem toute de blanc vêtue.
Et voilà, merci beaucoup Daniel. Et j'entendais hier un journaliste israélien qui ironisait et qui disait moi, quand j'étais petit, on n'a pas fermé les écoles et on ne nous a pas fait un jour de liberté pour profiter de la neige quand il pleuvait. C'est ça le paradoxe, c'est que finalement, il n'y a que les enfants qui profitent. Les parents sont mobilisés, ils doivent aller au supermarché où les étalages étaient dans un supermarché hier après-midi à Jérusalem. Tout est vide, il n'y a plus rien à acheter. Même des gants. On a voulu acheter des gants pour les enfants, il n'y avait plus de gants, il n'y avait plus rien du tout. C'était la fin du monde. Maintenant, c'est vrai qu'il faut rappeler, malgré tout, que Jérusalem est une ville de montagne. Nous sommes à 950 mètres d'altitude et lorsqu'il y a de la neige, c'est comme à la montagne, c'est-à-dire que difficile de circuler, même si les rues sont plus ou moins dégagées, ça glisse, faut monter, faut descendre, c'est pas facile et donc tout est bloqué carrément. C'est l'état siège. Yerushalmitain qui défend sa ville. Merci Maurice. Allez, on va à présent prendre la température avec Betsabé. Bonjour Betsabé. Bonjour 5 Nathalie. clics, 5 infos aujourd'hui et on commence par le mauvais temps. Voilà, alors le mauvais temps, vous l'aurez compris, qui frappe Israël. Et encore, ce n'est que le début. Et ce froid sibérien qui, à une autre échelle, comme vous l'avez fait comprendre Nathalie, s'est emparé des États-Unis et du Canada. Regardez le site de Radio-Canada. Il raconte un froid polaire qui sévit sur la majeure partie du Canada. À Toronto, il faisait hier moins 10 degrés. Et oui, c'est une autre échelle. Un homme est mort, vraisemblablement gelé. Il a été trouvé hier sans signes vitaux dans un abribus du centre-ville. Au Canada, hier soir, les températures variaient de moins 20 à moins 25 degrés. L'une des températures les plus glaciales a été enregistrée à Misticini au Québec, soit moins 42 degrés, à des conditions arctiques qui devraient en plus durer quelques jours. Alors aux États-Unis, même son de cloche, avec moins 17 degrés attendus notamment à Chicago aujourd'hui. CNN précisant, ça va empirer avant de s'améliorer avec des dizaines de vols déjà annulés. Hier, plus de 150, je crois, nous explique le site de CNN, pas mal de secteurs qui quand même profitent de ce grand froid. Exemple, c'est une aubaine financière pour les commerçants de l'Iowa où les gens se précipitent pour faire, comme à Jérusalem, des provisions. Les sociétés de livraison sont concernées aussi, l'industrie du sel, des pelles à neige. Ils vont avoir de quoi aussi s'occuper ici en Israël dans les heures qui viennent. Et voilà, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Pas très réjouissant non plus, mais après le mauvais temps, on parle de la pollution. De la pollution qui tue en France en novembre dernier. Alors le CNRS avait calculé que pendant le pic de pollution fin 2013, eh bien, la rue de Paris était aussi polluée qu'une pièce de 20 mètres carrés avec dedans 8 fumeurs. Déjà la sensation, oui, l'idée n'est pas très agréable. Eh bien, un nouveau rapport de l'Institut de veille sanitaire, cette fois-ci étudié par Le Monde, nous alerte sur les particules fines, car même à des niveaux d'exposition relativement faibles, eh bien, ces particules fines accroissent le risque de mortalité immédiate. Alors que sont ces particules fines? Ce sont des microparticules qui sont générées par les gaz d'échappement des voitures, notamment des moteurs diesel, par l'activité industrielle et par les systèmes de chauffage. Et c'est pour ça que c'est pire en hiver. Alors que font-elles? Elles affectent les voies respiratoires, le cœur, peuvent provoquer par exemple un accident vasculaire cérébral. Maurice, ça vous fait sourire, mais c'est parce que vous êtes au chaud bonjour ici. Et mon réveil surtout. Crise cardiaque, rupture d'anévrisme, angine de poitrine, embolie pulmonaire, etc. Tout ça dans les 5 jours suivant une exposition. Notez que Marseille serait la ville la plus polluée aux particules fines, suivie de Lille, Lyon, Nice, Grenoble. Voilà. Merci, pour ce topo. Allez, on va rester en Europe, la Grande-Bretagne à présent, où un substitut d'ecstasy, cette fois, fait des ravages. Voilà, toujours pour commencer la journée avec un sourire. Courrier International s'est penché sur une nouvelle drogue particulièrement féroce. On parle de cachets au logo de Superman qui sont vendus comme une variante de l'ecstasy en Grande-Bretagne et qui ont fait de nombreux morts. Alors, reprenant une enquête du Guardian britannique, il explique que l'analyse de ces pilules montre une forte concentration en PMA. Qu'est-ce que c'est le PMA? C'est le paraméthoxyamphétamine. C'est un composant qui est encore plus dangereux que celui qui est la substance de l'ecstasy. Alors un neuropsychologue britannique, le Dr Nutt, qui est un ex-conseiller du gouvernement en matière de drogue, justement, accuse le gouvernement d'être responsable, d'avoir motivé, en fait, d'avoir favorisé l'arrivée de ces pilules avec sa politique répressive et proposant des endroits un peu comme aux Pays-Bas où les personnes peuvent consommer de la drogue sans craindre d'être poursuivies par la police. À noter que la Grande-Bretagne n'est pas la seule touchée par ces petits comprimés. Il y a aussi la Norvège, les Pays-Bas et la Belgique. À suivre.
Allez, Moyen-Orient à présent, et on parle des Syriens qui se retrouvent face à une frontière libanaise de moins en moins poreuse. Finalement. Exactement, alors avec de nouvelles restrictions, plus exactement depuis lundi, en fait, pour entrer au Liban, les Syriens doivent justifier les raisons de leur séjour. Alors RFI nous explique que même si un visa n'est toujours pas exigé, finalement, cette exigence s'apparente à une sorte de visa. Or, c'est une première quand même dans l'histoire des deux pays, jusqu'alors où les citoyens avaient toujours circulé très librement entre la Syrie et le Liban. Alors la raison, on l'aura compris, Beyrouth a accueilli déjà plus d'1 million de réfugiés syriens. Alors à la frontière, la correspondante de RFI sur place, Laure Stéphane, a retranscrit le témoignage de Mohamed, c'est un ouvrier originaire de Damas, qui a réussi à passer cette frontière et qui explique « J'ai dû remplir un formulaire et justifier que je travaille au Liban. J'ai demandé si je pouvais faire venir ma famille qui est à Damas. Ils m'ont dit que oui, mais pour une semaine seulement. Le but de ces nouvelles mesures, c'est de stopper les réfugiés. Ils sont nombreux à attendre dans le froid à la frontière, mais ils sont refoulés. À noter qu'effectivement, à la frontière, il fait aussi un froid glacial. Mais vous savez, est-ce que les djihadistes ont besoin d'un visa aussi pour passer la frontière? J'aimerais bien. Et oui, ça solutionnerait plus d'un problème. On reste dans la région et on parle à présent d'un espion du Mossad qui a infiltré le Hezbollah. Voilà, c'est comme dans les films, le Hezbollah libanais a admis à demi-mot, selon certains spécialistes, avoir été infiltré à très haut niveau par les services secrets israéliens. Donc le Figaro raconte que sur une radio libanaise, Nour, le numéro 2, et Sheikh Naïm Qassem, numéro 2 du Hezbollah, expliquait que le Hezbollah avait déployé beaucoup d'efforts pour lutter contre l'espionnage en son sein, que des cas avaient été découverts, mais que c'était que des cas limités. Alors ce serait un aveu pour les spécialistes, d'autant qu'il y avait déjà une rumeur qui courait depuis quelques semaines qu'en fin décembre, un haut cadre placé du mouvement Mohamed Chavraba a été arrêté et ce serait une taupe du Mossad, une taupe qui aurait opéré depuis des années dans des cercles dirigeants du Hezbollah. Ce serait peut-être pour ça que plusieurs tentatives d'assassinat avaient été déjouées contre des Israéliens. Bien sûr, on ne saura jamais la vérité avec certitude. Et voilà, grand point d'interrogation, merci. Betsabé, on va tout de suite passer à notre journal de campagne. C'est depuis quelques jours de rigueur en cette période préélectorale avec vous, Maurice, on parle du dernier sondage du quotidien Haaretz. Oui, et si je peux me permettre la métaphore, l'opinion publique israélienne est gelée et les sondages ne bougent pas beaucoup. Alors, le dernier sondage, effectivement, du quotidien Haaretz nous donne des projections pour les élections. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, eh ben, Herzog, Livni, à la tête de leur liste, obtiendraient 23 sièges à un siège devant le Likoud, qui n'obtient que 22 sièges. Alors, ça bouge un tout petit peu. Le quotidien nous précise que si on tient compte de la marge d'erreur, et ben finalement, ces deux partis sont à égalité au coude à coude. Alors, ce qui est intéressant, souligne Haaretz, c'est que ça bouge dans les partis modes, les petits partis, notamment Yesh Atid, qui remontent, contrairement à ce qu'on pouvait penser. On avait toujours dit que Yair Lapid était en perte de vitesse. Et ben non, il remonte, il a 12 sièges, plus 1. Et celui qui boit la tasse aujourd'hui, c'est Israël Beiteinu, qui est tombé à 6 sièges. Il était crédité il y a 3 semaines de 8 sièges. Vous voyez, alors ça bouge très lentement et très peu sur ce qui concerne les sièges. Alors maintenant, le quotidien a essayé de comparer le statut de Benjamin Netanyahu avec celui d'Yitzhak Herzog dans l'opinion publique israélienne. Alors on a demandé aux Israéliens qui était le plus compétent pour être Premier ministre. Netanyahu arrive largement en tête avec 46% des voix et Herzog est loin derrière avec 30% seulement. Qui est le plus compétent sur le dossier diplomatique? Encore une fois, Netanyahu en tête, 48%, Herzog derrière à 33%. Qui est le plus compétent sur le dossier sécuritaire? Netanyahu, là, grimpe à 55% et Herzog plonge à 25%. Qui est le plus compétent sur les dossiers économiques et sociaux? Là, match nul, 38 pour les deux. Vous voyez, l'opinion publique israélienne, finalement, donne l'avantage à Benjamin Netanyahu. Conclusion, qui sera le prochain Premier ministre selon les Israéliens? Netanyahu à 56%, Herzog à 23%. Alors on en revient à cette omnipotence de la personnalité. Voilà, alors le quotidien se pose une question, Haaretz se pose une question. Pourquoi la préférence pour Netanyahu ne se traduit pas en nombre de sièges dans les sondages, les intentions de vote pour les partis politiques? Alors, le quotidien explique que finalement, les intentions de vote pour le Likoud sont toujours traditionnelles, mais que finalement, le choix de Netanyahou comme Premier ministre attendu est un choix par défaut. Il n'y a pas d'autre candidat, et le quotidien dit expressément que Herzog n'est pas Barak et n'a pas encore la stature d'un homme d'État, et donc on ne lui fait pas encore vraiment confiance. Si j'ai encore un peu de temps, il y a une question qu'on a posée aux Israéliens sur qui
qui sont les politiciens les plus intègres. Alors, fallait noter de 1 sur 10. Et là, vous allez voir qui est le premier en tête de liste, le plus intègre. Allons-y. Moshe Carlon, qui arrive avec une note moyenne de 6,6. C'est lui qui casse la baraque dans ce domaine. Yitzhak Herzog n'est pas loin non plus, à 6,3. Naftali Bennett a une note de 6, ce qui est pas mal. Vous remarquerez qu'on n'est pas dans les 8 et les 9, malgré tout. J'ai cru qu'il allait dire ce qui n'est pas mal pour Naftali Bennett. Oui. Zehava Galon, ensuite Benjamin Netanyahu 5,3 et Yair Lapid 5. Alors, les moins bien notés sur l'intégrité, bien entendu, Avigdor Lieberman qui fait face à de nombreux procès et Aryeh Deri qui a à peine 3,5. Merci Maurice, on se retrouve dans quelques instants après un nouveau journal. Dernière partie du Morning sur i24 News. Merci à vous de nous être fidèles. Nous sommes sur ce plateau avec Betsabé Salem. Vous êtes restés en notre compagnie, les yeux larmoyants, puisqu'on vient d'avoir un règlement de compte entre amis avec Laetitia Lorrainier. Bonjour Laetitia, merci de nous avoir rejoints. Alors on va prendre la direction, mesdames, mesdemoiselles, du Texas. Le Texas où se tient depuis hier le grand salon de l'électronique. Visite guidée avec vous, Betsabé. Vous allez nous présenter quelques-unes des innovations du CES, on va dire avec l'accent, le Consumer Electronic Show. Alors, parmi les objets qui ont été présentés en avant-première lors d'une conférence, alors ça va intéresser les mamans. Nathalie, tout d'abord, Laetitia, ça ne vous intéresse pas. Le Slow Control Smart Baby Bottle, c'est un biberon en fait qui est connecté, qui traque la quantité de lait consommé, la vitesse à laquelle il est bu, etc. On avait les applis pour l'allaitement, maintenant on a l'appli qui va avec le biberon. Ça a plu aux journalistes. Alors, autre objet du quotidien, la brosse à dents, ça vous intéresse, Laetitia? Elle existe aussi. Mais par contre, Nathalie, non. Ah non, je suis plus dans le coup. Elle intéresse. Alors, elle est aussi en version connectée. Ça s'appelle la Vigilant Rainbow. Elle envoie à votre smartphone des informations sur le temps de brossage utilisé pour compiler les statistiques, etc. Ça marche pour les enfants, par exemple. Ça leur permet d'améliorer leurs gestes et de se brosser les dents mieux. Vous me déconcentrez. Alors, on continue. Sincèrement En gadget, toujours. Des enceintes qui volent. C'est les enceintes Access CER2. On va pas y arriver, je pense. Elles sont connectées en Bluetooth. Elles gravitent en fait. Donc, voilà. Quand elles émettent de la musique, ça gravite. Selon le rythme. Alors non, mais par contre, elles l'évitent quand il y a de la musique. Elles l'évitent sur leur stand quand elles émettent de la musique. Alors amateurs, non, elles sont en lévitation. Alors des amateurs de snowboard, Laetitia, je ne sais pas, des capteurs qui se glissent jusque dans les attaches de chaussures de snowboard pour collecter des données qui sont censées en fait améliorer vos performances de sportifs. Voilà, ça c'est pour les amateurs de snowboard. Voilà, c'est pour améliorer votre posture et vos techniques. Alors, amateurs de glisse, plus simplement des pédales. Alors, ça, c'est pour tout le monde. C'est des rollers, ça s'appelle, avec des capteurs qui sont censés collecter des données pour vous équilibrer. En fait, ça vous aide à marcher, en fait, à glisser carrément. C'est des pédales que vous mettez pour marcher. On va les voir tout de suite, je pense. Si on ne les voit pas, c'est pas grave. On va passer à l'incontournable drone. Le Inspire One, c'est un modèle haut de gamme qui est vendu près de $3000, quand même 2400 €. Il est équipé d'une caméra 4K, ça veut dire que c'est comme une caméra pour le cinéma. Et alors, c'est le rêve des photographes, apparemment, de quoi remplacer les images filmées depuis les hélicoptères. Donc ça, c'est la fameuse pédale qui est arrivée un petit peu à la bourre. Vous allez voir tout de suite le drone. Alors, vous avez dans ce drone deux caméras. Une caméra pour les mouvements du drone. Voilà ce drone. Et une caméra, donc, pour filmer. Alors, un jour... Vous disiez que le drone, c'était le cadeau de fin d'année, en 2014. Alors celui-là, c'est pour les riches, quand même. C'est $3000. Ou alors, il faut y mettre tous les tantes et cousins éloignés. Et alors, un journaliste
du New York Times récemment a raconté qu'il avait essayé ce drone justement et qu'il s'est retrouvé littéralement accro. Apparemment, c'est extraordinaire. Alors, pour nous, mesdames, un lave-linge révolutionnaire dans la compétition frénétique. Messieurs aussi, pourquoi pas. Vous voyez tout de suite. Dans la compétition frénétique entre Samsung et LG Electronics dans le secteur de l'électroménager intelligent, vous avez ce lave-linge qui s'appelle le Twin Wash. Alors en effet, il a deux cuves, une principale pour le gros du textile et puis une plus petite pour la lingerie, les vêtements de bébé, etc. Voilà, et le tout accessible à distance. Voilà. Si vous avez un cadeau à faire à Laetitia, justement, je vais m'acheter une machine cette semaine. Et ben voilà, vous avez le Twin Wash qui sera bientôt en vente. Voilà, donc pour ce qu'on peut y voir, alors la France, elle se fait aussi une place de choix, elle s'est offerte une place de choix à ce CIS avec pas mal d'innovations qui ont été aussi présentées cette année. Oui, tout à fait. De nombreuses entreprises françaises ont fait le voyage et pour cause, ce salon accueille environ 150 000 visiteurs. Alors les startups françaises ont présenté leurs petites idées, leurs objets connectés tels que, alors amateurs de réveillons copieux, Laetitia, je vous vois perdre votre concentration, le prototype de ceinture connectée Belt T conçu par Emiota, donc une start-up parisienne qui s'adapte à l'embonpoint de ce porteur et l'incite à se mettre au régime. Nathalie fait la grimace lorsqu'il prend du poids et ça surveille la posture. Donc en gros, je ne sais pas s'il y a une alarme, mais en gros, elle vous alerte si vous avez grossi. Tenez-vous droit, faites attention à ce que vous mangez. Dès que vous grossissez, la ceinture vous le dit. Alors, une caméra gyroptique, c'est une start-up lilloise qui est équipée de 3 capteurs. Alors là, c'est une caméra qui filme à 360 degrés, à haute définition, avec que vous retrouvez bien sûr... vous retrouvez vos fichiers sur ordinateur, etc. Tout ça, c'est financé de manière participative. Donc, cette caméra coûte cher. Elle coûte $700. Elle va sous l'eau. Et alors, pour les amateurs de gadgets, sachez qu'elle peut se visser à une ampoule. Comme ça, vous pouvez alimenter la caméra directement avec le support d'une lampe électrique. Puis c'est mignon, je trouve, dans l'idée. C'est pratique, c'est économique. Alors, vous avez Welcome, une autre caméra de la société française Netatmo qui surveille votre maison. C'est une caméra qui reconnaît carrément les visages. Alors, à en croire les chansons. Les chanceux qui ont vu la prestation, c'est impressionnant. Alors, elle reconnaît quand vos enfants, par exemple, rentrent à la maison et vous avertit, par exemple, aussi si un inconnu rentre dans votre maison ou si elle reconnaît votre meilleur ami rentrer avec votre mari, par exemple. En dessous. Alors, je ne sais pas, mais c'est une start-up, c'est une idée à proposer, Laetitia. Alors, de quoi vous réchauffer en plein hiver, en tout cas. Une chaussure amateur de mode, cette chaussure chauffante connectée. Il y a aussi la semelle, voilà. Alors cette chaussure, ça s'appelle la Glagla Connected Shoes. Il faut voir si ça va avec ce que vous portez, mesdames. Alors, il ne faut pas non plus trop transpirer des pieds, parce que ça se chauffe à distance. Voilà, pardon. Sans risquer de vous décontenancer Betsabé, voilà les bottes de Betsabé qui sont Merci Nathalie pour la digression. Alors ces chaussures, elles se trouvent à 200 €, je ne perdrai pas le cap, 200 €, la semelle c'est 150 € et ça a plu beaucoup aussi aux gens qui ont testé. Alors, muni d'un GPS et d'une puce de téléphonie mobile, une pédale à présent qui a aussi beaucoup plu. Elle s'adapte à tous les vélos, Laetitia, avant que vous commenciez à vous plaindre, ça s'adapte à tous les vélos. Elle se recharge quand vous pédalez. Et alors, les bons points, du coup, ça permet aussi de la retrouver quand vous faites piquer votre vélo. Elle se recharge pourquoi ? Elle se recharge parce que c'est relié à une application. En fait, tout ça, Nathalie, ce sont des objets connectés. C'est-à-dire qu'ils auraient même besoin d'une batterie. C'était le but de la chronique. Et donc, celle-là, vous n'avez pas besoin de la brancher chez vous. En fait, quand vous pédalez, elle se recharge. Elle permet de retrouver votre vélo. Elle permet de vous dire combien de kilomètres vous avez fait, etc. Il y en a une. Enfin, c'est une pédale que vous rachetez votre vélo. Il y a des questions pires que les... Une pédale à quoi? Oui, à vélo, pas à pédalo. C'est une pédale à vélo. Alors, un sonar pour les pêcheurs. Laetitia, un sonar, toujours dans la série des objets connectés. Alors là, c'est pour les amateurs de pêche, sinon il n'y a vraiment pas d'utilité. Quand vous adressez les super objets à la pêche, la brosse à dents, moi je prends tous les... Ça ne t'intéresse pas la brosse à dents, mais en tout cas la pêche. Ça pourrait vous intéresser un jour, qui sait, quand dans votre retraite en Bretagne. Et alors, ce bouchon de pêche connecté vous permet de savoir non seulement la profondeur de l'eau, mais aussi s'il y a des poissons. Ah oui, comme ça, vous ne perdez pas votre temps pendant des heures. Et enfin, cet objet qui a été... En même temps, ça enlève un petit peu l'essence de la pêche, quand même. Non. Vous direz ça à la start-up, je ne sais pas. Il faut demander aux pêcheurs ce qu'ils en pensent. Alors, cet objet qui a été élu objet coup de cœur par le site de France Info, c'est une boule phonotonique. Et alors, en fait, vous la secouez et elle est munie de capteurs en relation avec une appli mobile et elle fait de la musique. En fait, c'est une façon de vous la faire, de vous jouer David Guetta. Vous pouvez prendre une boule, plusieurs boules. Alors, vous pouvez essayer à plusieurs. Et alors, c'est impossible de faire des fausses notes. Apparemment, c'est addictif. L'accompagnement et la mélodie prient environ 80 € la boule.
boule. Et alors, pour ceux qui ne savent pas jouer de la musique ou pour les flemmards, apparemment, c'est grandiose. À suivre la petite boule photo. À suivre, c'est quoi votre préféré? J'ai pas trop compris l'histoire de la boule. Alors, la boule, vous la secouez et ça fait du rythme, ça fait des mélodies, ça fait de la musique. Et chaque boule a un instrument différent et on... Plus ou moins, ouais. Voilà, vous gérez avec une application. Je choisis ça. Allez, j'hésite avec la pêche quand même. Vous en voulez une ou plusieurs? Parce que vous pouvez prendre plusieurs boules. En plus, on vient de terminer Noël, les boules c'est fini. Allez, on va terminer pour cette chronique en direct du Texas. Merci Bexabé. Elle essaye de me faire plonger avec elle. Et voilà, en fait, il faut vous dire que la tempête derrière nous bat son plein et c'est ce qui perturbe les dames présentes ici sur ce plateau. Allez, on va parler cinéma à présent puisque c'est un peu de rigueur en cette période froide et de neige. On va au cinéma. 3 bandes annonces, 3 films cette semaine à voir. On commence par ce film français à ne pas rater. On va être un petit peu plus sérieux. Ça traite de l'affaire SK1, qui est un diminutif en fait de Serial Killer 1 et qui est en fait le nom de code utilisé dans l'enquête de l'affaire du tueur de l'Est parisien. On retourne dans les années 90 où des meurtres atroces se multiplient. Un jeune enquêteur sera le seul à croire à un tueur unique. Donc on est plongé au cœur de 10 ans d'enquête au 36 quai des Orfèvres au sein de la brigade criminelle et on va retrouver le coupable. Il s'agit de Guy Georges. On regarde ça tout de suite en images. Vous êtes poursuivi pour 11 viols aggravés, dont 7 suivis de meurtre avec préméditation, c'est-à-dire assassinat. Vous encourez la peine de réclusion à perpétuité. Lui, c'est Franck Magne, notre nouveau 5e de groupe. Tu vas commencer par te fader les dossiers en cours du groupe. C'est la tradition au 36. Et le dossier Pascal Escarfaille. Elle a été violée pendant des heures. Après, il l'a torturée, il a joué avec elle. Ça, c'est la récompense. Viens pour décompresser ou chialer. Essaie de garder un peu de distance. Sinon, elle va te démolir, cette affaire. Depuis le début, on tombe que sur des suspects qui collent pas. Pour moi, il y a quelque chose qui demande à sortir. 28 ans, violé puis égorgé. 23 ans, violé et égorgé dans la nuit. Il se peut que le type soit revenu. La réalité, c'est qu'il y a des liens possibles, mais pas certains. Il tue, il s'arrête 3 ans, il recommence. On travaille mal, tous, on travaille mal. On parle de filles violées, égorgées. Moi aussi, j'ai une vie compliquée de merde. Et moi aussi, ça me ronge de pas trouver qui fait ça. Tu m'entends plus quand je te parle? Les analyses sont tombées. C'est le même homme. Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les 7 homicides. C'est une course contre la montre, messieurs. Il faut qu'on fasse vite. Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Vous avez fait un travail impressionnant. Je suis juste celui qui a traqué le monstre pendant 7 ans. Et moi, je suis celle qui traque l'homme derrière le monstre. L'ADN a parlé. Il s'appelle Guy Georges. Alors, un film très attendu qui va peut-être fonctionner en France comme une sorte de catharsis, d'exutoire pour la société française qui attendait ce film, cette affaire particulièrement dure pour la France. C'est vrai qu'on c'est toujours intéressant de voir les témoignages cinématographiques des affaires aussi connues et dont on a autant parlé. Et on revient 10 ans en arrière. Donc voilà, en plus pour des personnes qui n'étaient pas au courant des détails de l'affaire, là vraiment on est au sein de la brigade criminelle et on suit vraiment l'affaire de très près avec un casting extraordinaire. C'est un film qui va être un petit peu comme d'ailleurs 36 quai des Orfèvres à l'époque, tous ces films, ces polars à la française. On a en ce moment La French qui revient sur l'affaire de la French Touch. Donc voilà, c'est en vogue en ce moment de ces films de revenir polars. sur les grandes affaires qui ont secoué l'Hexagone. On continue avec un film, changement de registre complet. On a déjà beaucoup parlé ici, c'est Invincible d'Angelina Jolie, basé sur la vie du champion olympique et héros de la Seconde Guerre mondiale, Louis Zamperini, dont l'avion s'est écrasé en mer. C'était en 1942, ça avait tué 8 membres de l'équipage et 3 rescapés sur un canot de sauvetage, dont 2 d'entre eux ont survécu 47 jours avant d'être capturés par la marine japonaise et envoyés dans un camp de prisonniers de guerre. On regarde ça tout de suite en image. On est derrière lui. We're not dying! I got good news and bad news. Who is the Olympic athlete?
Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true. This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. Hard! Harder! Hit me! I used to think that I could do it. Oui, c'est Angelina Jolie qui réalise et qui est donc son deuxième film en tant que réalisatrice et elle s'intéresse une fois de plus aux histoires de cas. On peut ajouter que les frères Cohen ont coécrit ce scénario et ça me permet de faire ma transition puisque les frères Cohen, c'est eux aussi qui ont complètement inspiré le réalisateur de ce film coréen dont je vais vous parler. Ça s'appelle Hard Day. C'est pas seulement inspiré par les frères Cohen, c'est aussi inspiré grandement du cinéma occidental, notamment d'Almodovar. C'est l'histoire d'un commissaire qui s'appelle Ko Gun-soo, qui se retrouve visé par une enquête de corruption et qui, en route pour les funérailles de sa mère, va renverser accidentellement un homme. La suite, eh bien, c'est, on va voir que l'homme n'est pas au bout de ses peines. On regarde ça tout de suite en image. Je reviens dessus juste après. 도대체 지금 어디야? 엄마 지금 일 꺼내야 된다는데. 미안해, 엄마. 안 되는데. 야, 다 왔는데. Voilà, donc, Hard Day, donc. Hard Day, donc film coréen, c'est un réalisateur qui adore mélanger les genres et il se prend pas forcément au sérieux là-dedans. Donc c'est un polar qui intègre des éléments de comédie noire. Dans la première partie, on est donc plus proche du burlesque dans l'esprit des frères Cohen, comme je disais tout à l'heure, alors que dans la deuxième partie, on revient à des codes de polar plus classiques. Voilà pour les 3 films de la semaine. Voilà pour les sorties avant cette semaine. Musique, Merci beaucoup Laetitia, Laurélie, Betsabé, Salem, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain sûrement avec le même temps, la même tempête derrière nous. Excellente journée à vous sur i24 News.